messieurs, vous êtes les bienvenus à votre émission magazine Populi. Certains disent Populi, ça dépend de la prononciation. De toutes les façons, ça vient du latin parlant du peuple, parlant de ce qui est populaire. Et aujourd'hui, nous continuons de foncer dans l'actualité, cette fois-ci avec des concepts électoraux, afin d'éclairer votre lanterne. Mais là, on a fait d'une manière ou d'une autre appel à des experts, parce qu'on ne peut pas divaguer. Nous sommes dans une télé qui éduque aussi, qui forme et qui informe, et bien qu'il y a aussi divertissement, etc. Alors, là, j'ai Maître Boutedji. Oh, il faut que je commence par les petits noms. Maître Armel Essongo la Boutedji. Vous l'avez suivi dernièrement quand on a commenté sur la Cour constitutionnelle, la décision ou encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça qu'on appelle. Exactement. Et en face de lui, c'est une émission d'ailleurs complémentaire, c'est Maître Raveli Koudinga Kassongo. Ils sont tous de cette asbel qui est déjà connu, Conscientia. Ouais. Alors, nous voulons positiver la conscience collective face aux élections. Et c'est comme ça qu'on va naviguer. Là, on va avoir des concepts explicatifs avec des illustrations, bien sûr, puisque Maître Boutedji, Maître Armel Essongo Boutedji, c'est un enseignant à l'université. Et c'est déjà quelque chose. Et Maître Raveli Koudinga Kassongo, on va les devenir, hein? Ouais. Très bientôt d'ailleurs. Alors, donc c'est comme ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais avoir une idée. La santé de l'asbel, Maître Raveli. Ok, bonjour tout le monde qui nous suivent à travers les ondes. Notre Asbel Conscientia se porte très bien, très bien. Nous sommes en train de voir comment nous allons déjà lancer certaines activités sur terrain et nous sommes très calmes et très à l'aise en tout cas. Merci. Alors, une question d'intro. Oui. Qu'est-ce qu'une élection? Qu'est-ce qu'une élection? Là, je prononce bien. Parce qu'il y a des mots apparents. Je répète, qu'est-ce qu'une élection? Alors, avant que nous parlions d'une élection, j'aimerais que nous passons un peu à quelques concepts, notamment la définition claire de droit électoral ainsi que de droit aux élections. Très bien. En définissant ces deux concepts, nous allons bien pénétrer la question sur savoir quid d'une élection. Et alors, par droit aux élections, on attend de manière stricte on n'attend pas la gestion de la res publica. Donc, quand on parle du droit aux élections, on ne fait pas allusion à la gestion de la République. Alors, le technicien comprend directement que c'est un mouvement des électeurs ainsi que candidats, mais à ces niveaux-là, c'est au niveau de l'éligibilité privée, entre autres les élections dans une ASBEL, entre autres les élections dans un club de football et j'en passe. Mais quand nous parlons à ce moment-là du droit électoral, le technicien comprendra directement que nous sommes en face du mouvement électeur-candidat, mais là, c'est pour choisir, c'est pour gérer la chose publique, c'est pour gérer la République. Donc, le droit électoral convoite une dimension essentiellement politique du vote et un caractère contentieux. C'est-à-dire, après les élections, les textes légaux nous laissent la possibilité de mettre la justice en mouvement si et seulement si nous ne sommes pas satisfaits du résultat des urnes, comme on l'a dit. Nous l'avons vu aux échéances passées avec certains candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des résultats, comme publiés à la CENI ainsi que comme publiés à la CENI surtout. C'est pourquoi cette démarcation va nous permettre maintenant à ces moments de comprendre si c'est quoi une élection. Vraiment. Bien expliqué, là, vraiment, ça a beaucoup aidé. Il devait même commencer par une certaine profondeur par rapport au droit des votes, tout ça. Ouais. Et maintenant, quand vous allez nous parler de l'élection, il y aura déjà un soubassement. Allez-y, maître. Voilà. Pour parler des élections, alors, on doit avoir le candidat physique, une personne physique. Ah,
Il doit être physique, ça c'est bien. Une personne physique. Et cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. On doit parler de la campagne électorale pour parler d'une élection en fonction de la gestion de la République. Et puis, on doit parler enfin de l'élection proprement dite. Et alors, l'élection, donc, c'est un moyen où le peuple souverain fait savoir sa volonté suprême de la personne qu'il veut, qui peut gérer la République. Donc, quand on parle de l'élection en droit électoral, on sous-entend que le peuple va aux urnes se choisir ses propres dirigeants. L'expression libre du peuple en fonction de choisir qui va diriger, qui sera investi du pouvoir politique afin de gérer la République pendant un mandat bien précis. C'est à ce moment que nous parlerons des élections comme le sujet du jour. Alors, quand est-ce qu'on parle du scrutin? Parce que quelquefois on commet des confusions par rapport à ça. C'est la même chose ou bien il y a une nuance ou il y a une différence? Alors, par scrutin, on sous-entend la manière de réaliser le vote. On sous-entend la manière. Vous voyez, la question électorale est une question d'abord spéciale et puis si grande. Elle commence par l'enregistrement des candidats, la campagne électorale, les trucs. Donc il y a les processus électoraux. Ouais, c'est tout un processus qui est consacré par la loi. Et alors, au scrutin, maintenant, cette réalisation-là. Alors, c'est la réalisation de vote, comme je venais de dire tantôt. Et cette réalisation se fait de deux manières. Il y a scrutin, comme on dit, à suffrage direct. Avant même que nous y arrivons, il y a deux manières. Il y a deux manières. C'est soit à l'aide d'un bulletin papier. Oui. Parce que j'ai parlé tantôt de réalisation. Oui. C'est soit à l'aide d'un bulletin papier ou encore à l'aide électronique. À l'aide électronique. Ouais, parce qu'il y a ce qu'on appelle des votes électroniques. Ouais. On a appris ces mots-là ici. Voilà. Boîte universelle qu'on appelle techniquement. Boîte universelle, communément appelée vote électronique. Ce sont les deux manières pour réaliser un scrutin de vote. Et partant maintenant de ce scrutin, nous allons entrer sur votre question de savoir... Scrutin à suffrage direct. Je sais, il y a scrutin à suffrage direct et à suffrage indirect. Alors, commençons par scrutin à suffrage direct. Parce que vous savez, chers téléspectateurs, quand nous allons voter, quelquefois on ne comprend pas ce que nous sommes en train de... On ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. On pense que c'est une routine, mais si on pouvait avoir la technicité de ce qu'on est en train de faire, ça peut nous aider davantage. Alors, quand on parle de scrutin suffrage direct, c'est quoi, maître? Là, c'est maître Armel Esongo Labouteji. Ok. Un grand merci. Premièrement, j'aimerais revenir sur nos présentations très brièvement. Les camarades qui venaient de Même parler, si vous me regardez, sachez aussi que votre caméra, c'est celle-là. Ok, comprenez qu'on n'est pas technicien. Il s'agit de maître Raveli Kasongoku Dinga. Il est le coordonnateur national adjoint du Consciencia. Peut-être qu'il avait oublié de rappeler cela suite à la grinta à laquelle il a voulu aborder les choses. Moi, c'est bien maître Armel. Armel Esongo Labouteji, vous connaissez. Toujours du Consciencia, le coordonnateur national. Alors, lorsqu'on parle du scrutin, je pense que maître Raveli en a parlé. Mais la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre sur suffrage universel direct et indirect en fait. Et naturellement, quand on le dit, on dit scrutin à suffrage direct. Voilà. C'est comme ça? Oui. Sans se laisser émailler par le caractère mystique des mots, il faudrait que... Pourquoi vous appelez ça mystique, maître Armel? Oui, parce que vous savez, les questions électoraux sont des questions, comme l'a dit maître Raveli, qui requièrent beaucoup de maîtrise et de spécificité. Alors, beaucoup de gens peuvent se laisser en fait embrayer par les mots, alors que les concepts sont simples et clairs. Le but même du Consciencia, c'est que le savoir et les informations puissent aller à toutes les échelles de la société, c'est-à-dire même le tout dernier de la société puisse comprendre quand on parlera désormais des suffrages universels direct ou indirect, c'est quoi. Donc vous êtes en train de vulgariser, ça c'est bien. Justement, on parle de suffrage universel direct lorsque les souverains primaires, qui est le peuple,
agit de manière directe pour choisir celui qui va lui représenter devant les instances ou devant les institutions susceptibles d'avoir à leur tête ou à l'intérieur des gens qui deviennent par des voies électorales. Il s'agit bel et bien de la présence de la République, du pouvoir législatif, et etc. etc. On va revenir. Alors, lorsqu'on parle du suffrage universel indirect, il s'agit justement du fait que le peuple a déjà eu à choisir les représentants. Oui. Mais que ces représentants-là doivent maintenant choisir aussi en lieu et pour les comptes de la population. Un exemple, les élections de sénateurs. Les exemples sont vraiment importants Voilà. parce que l'illustration, ça aide les peuples. Tout le monde n'a pas fait les droits. Justement, Donc, quand il y a des exemples, en tout cas, n'hésitez pas de les donner. Donc, c'est un peu ça. L'exemple, ce sont les élections de sénateurs, les élections des gouverneurs. Et quand bien même actuel, les choses vont changer avec la loi électorale. Donc, de manière superfectatoire, ce qu'il faut laisser comprendre à la population, c'est ça. C'est que lorsqu'on parle du suffrage universel direct, il s'agit des peuples, le souverain primaire qui agit de manière directe dans les urnes. Donc, il va directement voter. Voilà, pour pouvoir élire, alors que lorsqu'on parle du suffrage universel indirect, il s'agit de représentants du souverain primaire qui est le peuple qui agit en lieu pour le compte de ces derniers. Alors, quels critères pour les élections générales? On commence par la présidentielle. Oh oui, merci beaucoup. Lorsqu'on parle des élections de manière générale, il est très important de savoir que la question électorale en République démocratique du Congo est régie par la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, qui est venue compléter et modifier la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, qui porte sur l'organisation des élections présidentielles, législatifs, provinciaux, urbains, municipaux, voire même locaux. Les conditions aux élections sont prévues, sont d'abord énoncées avant d'être renforcées par la loi électorale sous examen, par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, qui complète et qui modifie la constitution du 18 février 2006, qui voudrait que, de manière simple, qu'un candidat à la présidence puisse être un Congolais. Actuellement, la société nous a énoncé la notion de père et de mère de manière sociologique. Ça, c'est terrible. Mais il faudrait qu'il soit un Congolais. Je promets aux téléspectateurs, un jour, dans l'un des numéros, avec nos avocats, Maître Armel Esongola Boutedji et Maître Raveli Kassongo, je ne vais pas oublier les noms, je pense. Koudinga. Maître Raveli Koudinga Kassongo. On va évoquer cette question des nationalités. On va comprendre en général, pas pour taquiner quelqu'un ou renforcer l'autre, mais pour comprendre ce que c'est la nationalité, ce que c'est la double nationalité et qu'est-ce que notre loi a prévu. Allez-y, maître. Oui, voilà. Donc, la condition, c'est il faut être congolais. Il faut être congolais et il faudrait pas que son casier judiciaire soit entaché de quelques préventions, pour ne pas dire comme le commun des mortels, quelques infractions, coulées en force de la chose jugée. Donc, vous voulez parler du casier judiciaire vierge? Voilà, qui doit être vierge. Mais une question de curiosité. Quelqu'un qui a été dans un cachot, là, il n'y a pas de souci, c'est la prison qui pose des problèmes. Non, vous savez, il faut faire la part des choses entre une condamnation définitive et une détention préventive, simplement. Oui. C'est différent. Quelqu'un peut être au cachot, mais il n'a jamais été condamné par un jugement définitif. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Il peut postuler, Les casiers judiciaires ne peuvent être entachés que lorsque vous avez été condamné par un jugement qui, au-delà du fait que ça soit coulé à l'autorité de la chose jugée, va jusqu'au fait d'être coulé en force de la chose jugée, et que ce jugement-là puisse revêtir le caractère inattaquable. Et cette inattaquabilité-là fait que le casier judiciaire soit directement déviergé.
Alors, dans ces cas... Mettez ce mot-là. Bon, écoutez, quand nous rions, c'est bien parce que c'est une matière pédagogique. On veut que cela puisse pénétrer vos cerveaux. Alors, les sourires, ça amène aussi la détente. Donc, les casiers judiciaires déviergés. Mais ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, justement, c'est plus vierge. Bon, écoutez, les concepts vierges dérangent parce que sociologiquement, les gens réfléchissent de manière unidirectionnelle lorsqu'on parle de ça. Mais c'est techniquement, juridiquement, c'est les concepts qui est employé pour les casiers judiciaires, soit vierges, soit des vierges. Et moi, mon casier judiciaire est vierge. Ah! Nous les présents, on dit, j'ai un casier judiciaire Marie. Quoi? J'ai un casier judiciaire Marie. Marie, la mère de Jésus. Oh. Ça, c'est bien, alors. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est un peu ça. Bon, ceux qui ont les casiers judiciaires Marie de Magdala, eux ne peuvent pas. Parce que la loi... Mais Marie de Magdala a été blanchie par Jésus. Bon, oui. Par les sangs de Jésus. Allez-y, maître. Donc, voilà un peu. Ça, c'est la présidentielle. Hein? Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les législatives, les élections législatives. Et il y en a deux, la députation nationale et la députation provinciale. Commençons par la députation nationale. Oui, en fait... les conditions, les critères. Justement, j'aimerais, pour être rapide, oui, allez-y, ramasser toutes les élections et dégager les points qui sont convergents et les points qui sont divergents de manière rapide. Nous sommes soumis au temps. Donc, toutes les échéances, il est important d'être congolais. Ah bon? Disposer de ses droits de ses droits et libertés civiques et politiques. Être éligible. Et justement, c'est-à-dire ton éligibilité ne doit pas faire l'objet d'un débat ou d'une contrariété. Et de ne pas être empêché, soit par des conditions prévues par la loi, soit par des jugements judiciaires. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous soyez une personne empêchée. Il faudrait que vous soyez sujet de droit. Justement, le maître Raveli a parlé de ça lorsqu'il faudrait que ce soit une personne humaine. Maître Raveli Koudinga Kassongo. Voilà, vraiment. Justement. Donc, c'est un peu ça. Et il faut fournir à la Commission électorale nationale et indépendante tout ce qui est requis comme document, comme preuve donc, de la scolarité. Pièce à conviction. Justement, de toutes les pièces à conviction. Je comprends un peu votre domaine. Hein? Oui, justement. En fait, les buts, justement, c'est... Si moi et Maître Raveli, nous évitons d'utiliser trop les mots techniques, c'est justement parce que l'émission n'est pas une auditoire des étudiants en droit. Donc, il faut un peu adapter la société et les concepts. Voilà pourquoi, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est un peu ça. Il faut, de manière générale, être congolais, disposer de ses droits et libertés politiques, ne pas être empêché par un jugement ou par la loi. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez parlé d'élections présidentielles. Députation, c'est aussi, comme Maître Raveli le disait, à suffrage direct. Parce que ce que je comprends, en députation nationale et provinciale, vous avez donné les critères. Mais il y a aussi ce qu'on appelle sénatorial. Là, c'est à suffrage indirect. Indirect, exact. Justement, là, c'est à suffrage. Alors, vous pouvez préciser un peu par rapport aux élections municipales, parce qu'on n'a jamais connu ça dans notre pays, à ma connaissance. Vous pouvez expliciter un peu l'essentiel seulement. Qu'est-ce qui est une élection municipale ou qu'est-ce qu'on appelle l'élection municipale? Bon, nous pensons que ça sera pour la première fois que nous allons assister au fait que la société va désormais élire le bourgmestre. Nous allons voir comment cela va se dérouler. Le calendrier électoral est en cours de son exécution. Ces élections ont été prévues, les candidats sont d'une manière ou d'une autre enregistrés par la CENI. Connus déjà par la CENI, enregistrés. Donc, il s'agit de quoi? Mes amis, et là, je ne sais pas s'il me sera permis de dire un mot sur les élections. Allez-y, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que j'ai invité Conscientia, qui veut dire la conscience. Justement. Vraiment. Parce que nous sommes en train de positiver, chers téléspectateurs, votre conscience face aux élections, sans prendre parti d'un quelconque leader, d'un quelconque parti politique. Il n'y a pas de coloration politique ici. Les gens que vous voyez là, ce sont d'abord des avocats. Et ils ont les structures, les RASBEL, Conscientia, qui vulgarisent les domaines sociétal et des droits. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Il est très important de savoir ceci.
Les élections, ce n'est pas un moment dans lequel les gens doivent festoyer, doivent remplir le bistrot, doivent remplir les bars ou des endroits d'éligibilité. Non. Les élections, c'est un moment crucial. C'est un moment où le peuple définit d'une manière ou d'une autre, encore une fois, la cosmogonie de son quinquennat. Qui va nous représenter pendant les 5 années? Quel type de personnes? Nous avons assisté à 2 scènes auxquelles nous sommes en train de voir beaucoup de délinquants électoraux, monsieur Clément. Délinquants électoraux. Oui, ça, c'est quoi ça, maître Boutedji? C'est-à-dire beaucoup de gens qui tombent dans une délinquance électorale. Un candidat déjà qui ne respecte pas le prescrit du calendrier électoral ne respectera pas la loi. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'à côté de la CENI, il y a un organe qui est une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle le CESAC, qui est prévu par la loi. Oui, on peut dire que c'est l'organe naturellement délibérant pour les élections en RDC, la CENI. Oui, justement, la CENI, évidemment, quand on parle de la CENI, parce qu'il ne faudrait pas que les gens entrent dans la confusion, partout au monde, il n'y a pas de CENI. Ah bon? Et ailleurs, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Oh oui. Vous voyez? Oui, je ailleurs. Sais. Et nous, ici, nous avons prévu la CENI. Et notre organe délibérant électoral. D'abord, comment elle fonctionne, la CENI? Grosso modo. La CENI est sans préjudice de son organisation administrative. Au niveau de la tête. Vous parlez, si vous voulez, à un moment donné, vous donnez la parole. Oui, justement. À maître apparemment, Koudinga. Vous voulez que j'ai monopolisé la parole. Je ne vais pas le faire ainsi. Mais quand on va aussi parler. Donc. Oui. Parce que la CENI est là, les communs des mortels, je dirais, tout le monde ne comprend pas les fonctionnements de la CENI. On voit seulement des discussions à la télévision, CENI, un certain tel est devenu président, un tel est devenu président, un certain messier est devenu vice-président, tout ça, etc. Il y a d'autres qui parlent de la plénière, etc. Quelqu'un parmi vous peut nous éclairer par rapport au fonctionnement de la CENI. D'une manière brève, ça va aider les téléspectateurs. Oui, le président de la CENI est certes nommé par le chef de l'État, mais il fait l'objet de beaucoup de propositions politiques, des familles, voire même religieuses, pour qu'elle en arrive là. Ah oui, dans notre pays, c'est souvent les religieux qui sont les présidents. Voilà. En tout cas, c'est une longue rotation qui aboutit au fait que nous ayons un président de la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, j'aimerais fixer un tout petit principe par rapport au rôle. Quand j'ai parlé d'un délinquant électoral, allez-y. C'est là. Il y a un calendrier électoral qui fixe les modalités non seulement des élections, mais des campagnes avant les élections. Justement, sans vous couper, on constate que certains leaders, certains candidats battent déjà campagne avant même la date prévue par la CENI. Hein? Oui. Ils sont en train de battre campagne. Et c'est la chose que nous, au Consciencia, nous aimerions pas que... Parce que la plupart des cas sont les jeunes. Ils sont suivis par les jeunes, accompagnés par les jeunes. Et ces jeunes-là, la chose qui les amène à accompagner des délinquants comme ça, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, quand est-ce que les coups de sifflet sera donné par la CENI. Alors, cette délinquance électorale auquel la plupart des candidats sont en train de faire preuve, leur fera tomber aujourd'hui, demain s'il est dans l'administration publique ou aux finances, il tombera dans la délinquance financière. Ah bon? S'il est au ministère de la Justice, il tombera dans une délinquance de justice. S'il est au ministère de l'économie, il tombera dans une délinquance économique. Donc, les élections... Ça va... C'est contagieux, on peut dire. Justement, c'est-à-dire, ça donne le genre de profil des gens auxquels nous voulons. Comment nous pouvons envoyer quelqu'un au pouvoir législatif, quelqu'un qui ne respecte pas la loi déjà. Voilà. Donc, donc, quelqu'un qui n'est pas dans la légalité des choses. Justement. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose que j'aimerais comprendre. La Cour constitutionnelle dans tout ça. Bon, avant que nous arrivions à la Cour constitutionnelle, je pense que Maître Armel va s'en en charger. Moi, je veux revenir sur le conseil communal. Hein. Je veux revenir sur le conseil communal. C'est un monsieur qui est élu d'abord à suffrage direct.
Ah, Donc, il est c'est le aussi peuple, élu oui. à suffrage direct. Oui. Ah bon? Oui. Il siège Là, au c'est au niveau conseil, de sa commune. Hein? au niveau de sa commune, Ouais. évidemment. Il siège au niveau du conseil communal. Et alors, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'obligation d'élire les conseillers urbains. Ah bon? Là, ce serait le suffrage indirect, Ah, parce que oui, l'émission est aussi à caractère pédagogique. Ouais, Faudrait qu'on y revienne à tout moment. Ouais. Là, ce serait au suffrage indirect. Et aussi le bourgmestre. Donc, désormais, ce serait plus question Moutoutel à nommer telle personne, mais dorénavant, ipso facto, les conseillers communaux seront là pour élire les bourgmestres. Alors, je veux épingler 4 rôles essentiels du conseiller communal. Allez-y. Notamment. En tout cas, soyez à l'aise. C'est une émission en matière pédagogique. C'est comme ça que nous sommes détendus. Merci. C'est comme si nous causions dans un salon et ça attire les téléspectateurs. C'est un style à la télévision. Exactement. Alors, j'étais en train de dire qu'il a 4 rôles essentiels. Notamment, rédiger ou délibérer les règlements intérieurs de la commune. Et puis, délibérer le problème d'hygiène. Donc, désormais, avec Délibérer les problèmes d'hygiène. les problèmes d'hygiène, Ok. avec les conseillers communaux que nous aurons d'ici là, on espère que les problèmes d'hygiène que nous voyons à Kinshasa, à gauche, à droite, sera sûrement résolu. Et au-delà des problèmes d'hygiène, il veillera aussi à délibérer sur l'entretien de route. Donc, nous allons voir que avec le temps, ce serait plus à tout moment. Mokonzambo Kata et Labiso. On saura maintenant, désormais, si ce sont questions de route, ce sont des conseillers conseillers communaux qui doivent venir, régler ou encore veiller à ce que le tout se passe bien. Et in fine, va aussi veiller sur l'autorisation de circulation. En tout cas, bien dit. J'ai même appris quelque chose là. Quand vous parlez du conseil urbain, ça, je n'avais pas ça en tête. Okay. Moi, je savais seulement par rapport... C'est ça. J'attendais parler du conseil communal. On a même une concert ici. Je pense que c'est Reka. Reka, les grands noms, c'est encore comment? Il y a Reka Titienge, qui est une concert dans notre chaîne. Elle travaille ici dans l'administration ou quoi, qui est candidate conseiller communal. Voilà. Et c'est nous avions en tête, mais conseiller urbain, pour moi, c'est nouveau. Okay. Alors, la Cour constitutionnelle a tout ça. Oui, merci beaucoup pour le fait d'avoir eu à me remettre la parole. Vous savez, la Cour constitutionnelle, comme une des juridictions électorales, parce qu'il y en a, il n'y a pas que la Cour comme une juridiction électorale, vous savez. En matière spéciale. Hein. Justement. Lorsqu'on parle de la Cour, premièrement, nous voyons que la Cour a reçu beaucoup de compétences sur des questions. Premièrement, la Cour, c'est la seule juridiction qui s'est prononcée sur la validité des candidats présidents de la République. Oui, ça on a vu, hein, voilà. Avec l'expectative qui a régné là. Et donc, va-t-il... problème du nom, problème de nationalité. Concourir ou pas, nationalité, ça chauffait. Les noms, on revient. Il y a même des gens qui menaçaient de brûler la case. C'est par là où moi j'ai encore quelque chose à dire. Oui. Vous savez, les élections, hein, nous, ce n'est pas pour des raisons cosmétiques que vous prenez quelqu'un, vous amenez. Vous savez, en droit, il y a un principe d'ordre processuel qui dit electa unavia non datur requisus ad alteram. C'est-à-dire, si vous avez déjà choisi une voie, vous ne pouvez pas en choisir d'autres. Alors, nous avons pris ça au conscienciat, on a contextualisé ça avec la question. Alors, Pouvez-vous répéter l'expression en latin, là? Ça fait du bien. Oui, je suis en train de venir. Nous, au conscienciat, même le réalisateur, Yves Mbouma, est en train de sourire. Nous, on a emprunté ça pour dire, non, les jeunes, écoutez, electa una personae non requisus ad alteram. C'est-à-dire, si vous avez choisi quelqu'un et que vous avez mis devant les instances, vous ne pouvez pas choisir un autre. Alors, c'est un moment très crucial. La Cour constitutionnelle, quid? La Cour constitutionnelle intervient majoritairement et de manière grandiose lorsqu'il s'agit des élections, n'est-ce pas, présidentielles, et en même temps sur des contentieux électoraux sur des candidatures des pouvoirs législatifs au niveau national. Alors là, c'est bien. Au niveau de la Cour, tout le monde peut avoir un avis. Mais nous avons un problème, papa, que tout le monde ne voit pas. C'est-à-dire que la loi
organique sous examen sur la CENI prévoit 3 principaux juges électoraux. Oui, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Oui, parce que quand on était, comme c'était une émission des matières spéciales techniques, on a dit préparer pour faire une bonne pédagogie. Et quand on préparait, on a parlé du juge électoral. Ouais. Là, ça m'a même tiqué. Justement, c'est ça le problème. Le problème est que on voit la Cour constitutionnelle à Royal. C'est bien. Mais au-delà de ça, il y a pas que la Cour constitutionnelle qui est un juge électoral. Vraiment. Nous avons le CAA, c'est-à-dire la Cour administrative d'appel. Ah bon? Vous voyez? CAA. Bon, c'est-à-dire ça, c'est une abréviation scientifique. C'est qu'on fait le droit comprendre que quand on parle du CAA dans les contentieux administratifs, on fait allusion à la Cour administrative d'appel. Et au-delà de ça, nous avons les tribunaux administratifs qui ont été prévus par la loi organique du 15 octobre 2016 sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. C'est pas très connu parce que c'est pas vraiment lointain, hein. Bon. C'est pas très lointain. Ça va faire 10 ans depuis que ça a été créé. Oui, ça va faire 10 ans. Mais aussi, nous devons aussi admettre que ces cours ont vu le jour, ces tribunaux ont vu le jour seulement dans les papiers. Wow. Sur papier. Voilà le problème. Mais il y a un problème des bâtiments. Et à ce moment-ci... C'est comme ça que je ne connais pas ça, moi. À ce moment-ci, c'est la cour d'appel qui joue le rôle de la cour d'appel administrative. Je comprends. Et puis, le tribunal des grandes instances joue le rôle des tribunaux administratifs. Vous voyez maintenant le problème. Vraiment. Alors, le problème, c'est où? Les conseils supérieurs de la magistrature, sans préjudice de magistrats qui viennent d'être nommés, ils ne sont pas à plus de 5000. Ah bon? Alors, s'il faut prendre, comme ça n'a pas été installé, ce sont les juridictions ordinaires qui font office de cela. Alors, ces juges-là des juridictions ordinaires, ils ont déjà beaucoup de matières à traiter. Alors, lorsqu'on va encore les amener des contentieux électoraux, comment est-ce que nous allons voir les choses? Nous n'allons pas assister à des procédures de référé sur référé parce que la loi organique, n'oubliez pas, organiser une procédure spéciale devant les instances administratives qu'on appelle les procédures de référé. Les procédures de référé sont des procédures dans lesquelles les juges administratifs se prononcent de manière provisoire sur des questions urgentes qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens. Nous parlerons des référés un autre jour. Vous voyez. Mais il y a déjà un problème sur les installations. Quid de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction d'ordre constitutionnel prévue par la Constitution et aussi renforcée par la loi organique numéro 13/026 qui porte sur son organisation et son fonctionnement, ainsi que sa compétence aussi. La Cour constitutionnelle, après les élections, la publication de la CENI est une publication provisoire. La Cour constitutionnelle, après publication de la CENI, va se soumettre à un travail pour pouvoir voir si la publication ou si les élections ont été faites de manière conforme à la Constitution et s'il n'y a pas eu de tricherie. Vous voyez. C'est un exercice difficile, hein? Parce qu'il faut bien vérifier et revérifier. C'est très difficile. Ce sont des questions d'ordre technique et ça demande aussi les dons ainsi que les moyens. Alors, si la Cour s'estime que sa religion est éclairée et que les candidats prononcés, c'est lui le candidat qui a remporté les élections, la Cour constitutionnelle déclare celui-là comme celui qui a réussi. Mais, M. Clément, allez-y. J'aimerais rentrer un peu pendant les propagandes. Parce que c'est très important. Ça, c'est très important. Surtout que cette émission, la thématique, c'est positiver la conscience face aux élections. La conscience des électeurs. Justement. Il y a 3 principes majeurs qui doivent caractériser. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise déjà, chers jeunes. La conscience, nous devons déjà l'avoir. Parce que c'est facile de dire que voilà tel est candidat. Mais ils doivent respecter ce que la loi prévoit. Pour être modèle. Tout à fait. Justement. Il y a 3 principes majeurs qui réglementent les campagnes électorales. Le tout premier, c'est l'égalité des candidats. C'est-à-dire devant la loi, ou voire même devant les médias publics. On doit respecter le principe qu'on appelle les odi alteram partem, c'est-à-dire les temps égaux répartis sur les temps de chaque candidat.
Si moi, je suis candidat président de la République, je passe à la RTNC pour donner mon plan d'action, il faudrait, si j'ai fait 15 minutes, il faudrait que celui qui vient après moi, qu'il soit de l'opposition ou pas, fasse également 15 minutes. Ça, c'est le principe de haut alter en partem. C'est très important. Ce sont des valeurs démocratiques. Donc, ça doit être équitable. Justement, ce sont des valeurs démocratiques qui doivent être vraiment prises de manière rigoureuse. Le deuxième des principes... Et sans vous couper, ça fait partie de la transparence même du processus électoral, la transparence des élections. Exactement. Le deuxième des principes, c'est le principe de l'égalité de tous devant les administrations publiques. Ah bon, ça veut dire quoi? C'est très important. Ce principe voudrait que l'administration publique se montre neutre. Ah bon? Il ne faudrait pas que les policiers, c'est-à-dire le magistrat, parce que nous avons des gens qui sont, il est magistrat nommé, mais il est candidat député national. Ouais. C'est une délinquance électorale aussi. Ça aussi on va arriver à ça. D'ailleurs, on peut foncer déjà, parce que c'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'il y a, donc ça on a suivi, hein, il y a même des mandataires publics qui sont là, candidats, et qui vont battre campagne sans démissionner. Pourtant, il y aurait une loi prévue au préalable, il doit y avoir démission. Pour les magistrats aussi. Alors, si vous ne voulez pas démissionner, il y a ce qu'on appelle demande de mise en disponibilité. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Déjà en pré-campagne, bientôt c'est la campagne, personne ne démissionne. Bon, moi, je veux pas être très rigoureux au regard de ces candidats. Je pense que comme la campagne n'a pas encore commencé, sûrement dans les quelques jours qui nous restent, certains peuvent... Dans quelques jours, démissionner. Moins de 2 semaines. Oui, il y a toujours la possibilité. Tant que la campagne n'a pas encore commencé, c'est pas encore la campagne. Je vais vous inviter, vous deux. Donc, quand on va lancer le go de la campagne, on va se dire, on va pas citer les noms, on saura qui est non. Mais jusque-là, il y a encore une présomption d'innocence. Une présomption d'innocence, présomption de doute. Donc, moi, je suis confiant parce que ces candidats sont des intellectuels, des crèmes intellectuelles de la République, et je suis confiant qu'ils vont sûrement démissionner au moment voulu. La loi. Ils vont respecter la loi de manière stricte. Aussi, quand quelqu'un, par rapport à cette situation, ne veut pas démissionner, quelle serait la conséquence? C'est là maintenant le problème. Là, c'était le deuxième principe que j'avais énoncé, c'est le principe de l'égalité de tous devant l'administration publique. Qui voudrait que même l'administration puisse être neutre au regard de tous les candidats. Il ne faudrait pas qu'un candidat demande le terrain pour faire le propagande, vous lui donnez, l'autre vous refusez. Par exemple, les stades des martyrs, Tata Raphaël, etc. Voilà, ça aussi, si vous refusez, c'est aussi une forme de délinquance. Ah bon? Vous voyez, c'est aussi une forme de délinquance. Et alors, l'administrateur du stade peut même être poursuivi, hein, en cas de refus. En République démocratique du Congo, nous avons 3 ordres juridictionnels. Allez-y. Nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire, prévues par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, qui porte organisation, fonctionnement et compétences. Nous avons également les juridictions de l'ordre administratif. En réalité, les conseils d'État et les juges de la légalité, et voire même des actes réglementaires. C'est-à-dire que le Conseil d'État doit les instruire. Toi, tu es mandataire public. Tu es en même temps candidat. Il est moment de faire quoi? De démissionner ou de donner ta mise en disponibilité, parce que là, tu dois aller compétir. Il ne faudrait pas que le bourgmestre qui est candidat à Moamba, et que moi, je suis également candidat à Moamba, le bourgmestre refuse de démissionner. Et puis là, moi, je pars demander pour faire ma campagne électorale. Et là, il m'avait refusé les terrains pour dire la raison, non, il a plu. Ça devient une concurrence déloyale, une compétition déloyale. C'est la raison pour laquelle les conseils d'État doivent veiller à ce et instruire à tous ceux-là de pouvoir présenter leur lettre de démission pour aller compétir. Un travail de titan. Moi, je suis confiant qu'ils vont le faire sans même que le conseil d'État. Ils sont nombreux, hein. Bien sûr. Faire le suivi de tout et chacun, c'est pas facile. Bien sûr. Mais c'est par là où nous serons une chose sans contre. Nous sommes un État de droit. Oui. Ils veulent nous diriger dans un État de droit. Ils doivent respecter cet État de droit. Les tout derniers de principes, justement, le troisième, c'est le principe de la loyauté. La loyauté voudrait que dans les campagnes, il ne faudrait pas que mes campagnes ou ma façon de faire de propagande puisse avoir un caractère injurieux. Vous voyez, le premier principe
que j'avais énoncé est prévu par l'article 33 de la loi électorale sous examen. Le deuxième, c'est l'article 31. Et l'obligation de la loyauté et de la légalité. Il faudrait que dans nos campagnes, nous respectons la loi. Sinon, si cela n'est pas respecté, le CESAC, qui est une des institutions d'appui à la démocratie, prévue par la loi organique numéro 11/001, je pense c'est du 10 janvier également 2011, va maintenant sanctionner le média qui ne vont pas obtempérer à ces exigences légales-là. Vraiment. C'est très important que nous puissions connaître. Vous venez vous pointer candidat, bien sûr, nous vous acceptons. Mais est-ce que avez-vous démissionné préalablement? Avez-vous respecté la loi? Il ne faudrait pas que toi, tu es candidat député national, tu es pris dans les embouteillages parce que tu es candidat. Tu prends sans SNIC. Déjà, depuis que tu es candidat président, avant même d'être devenu président, il y a donc, tu prends la ligne des cortèges présidentiels. Voilà, une délinquance routière. Alors, vous, dans conscience, en tant qu'INASBEL, d'encadrement de la conscience collective, alors, quelle est votre contribution dans les choix des électeurs? Une contribution au sens des consciences et d'orientation. Est-ce que vous en faites quelque chose déjà? Évidemment, Consciencia est là et sera toujours là pour l'encadrement des électeurs, surtout des jeunes. Et l'encadrement, c'est à quel niveau? Nous voulons dire aux électeurs que ce voix que vous allez donner aux différents candidats, ce sont ces gens qui vont nous diriger, vous diriger pendant 5 ans. Et alors, il faudrait avoir fait de choix judicieux. C'est là choix judicieux. J'ai aimé les mots. Hein. Cela veut dire que on peut pas donner à quelqu'un des voix parce que cette personne m'a donné un polo, t-shirt. C'est dépassé, hein. C'est que je vois ça surtout dans notre pays, hein. Il y a même certains pays africains où ça s'efface, c'est pas comme ça. Pour ne pas vous apporter, pour ne pas vous couper la parole, cher coordonnateur adjoint, nous sommes les seuls pays où on accompagnait même les enrôlés. C'est-à-dire quelqu'un qui part prendre sa carte, il amène 500 personnes, il porte des polos, lui s'enrôle, tous ne s'enrôlent pas. Et puis ils entrent, ils partent dans un bar et des mecs qui vont te voter. Écoutez, toute cette forme de délinquance-là, ce sont des choses consciencia. On a dit, mais écoutez, ça va pas. Alors, allez-y, alors, j'étais en train de dire, avant que Maître Exomo... Maître Raveli Kudinga Kasongo. Oui. Moi, je vais bien prononcer ça maintenant. Maître Raveli Kudinga Kasongo. Ouais, ça dépend de l'influence de la langue maternelle. Ah, mais comment? Vraiment. Alors, j'étais en train de dire que nous ne votions pas parce que nous avons des polos, parce que nous avons reçu 2500 francs, $10, $50. Il y a même des gens qui se battent, Maître Raveli. Exactement. Je ne vais pas entrer dans certaines polémiques parce que je suis apolitique. Je comprends. Mais j'allais vraiment creuser l'abcès, malheureusement, je ne creuse pas. Et je veux aussi dire aux jeunes surtout, mais à la conscience collective, que nous, Consciencia, nous ne voulons pas aussi voir des gens voter par rapport aux appartenances tribales. Poye ça, c'est très important. Nako voter pour Aïe Moluba. Aïe Mongala, nako voter pour Aïe Mongala. C'est compliqué. Pas le Sanchiruba, pas la Chiruba, non? Ça sera compliqué. Allez-y. Voilà. Donc, cette histoire-là, ethnique, tribale, c'est déjà un peu révolu. Aujourd'hui, nous devons voter par rapport au champ d'action. Chaque candidat, selon les échéances, a des obligations à remplir après avoir été élu. Et alors, puisqu'il le sait en amont, il doit nous présenter son plan d'action. Nous devons l'écouter. Candidat président de la République, c'est quoi ton plan d'action? Candidat député national, provincial, candidat conseiller communal, c'est quoi ton plan d'action? C'est à partir de ces plans d'action que nous allons aller aux urnes pour voter selon le plan d'action. Nous avons dit aujourd'hui, nous avons parlé des compétences ou encore des attributions d'un conseiller communal. Et quand ils vont venir pendant la campagne, faisons l'effort de les écouter par rapport au plan d'action. Et nous pensons que de cette manière, nous allons construire
un pays plus beau qu'avant, comme on a dit, et un monde des lumières, comme on dit, où j'ai pris. En tout cas, c'est pathétique, ça m'a touché. Je préfère vraiment conclure cette émission avec ces mots qui nous ont touchés en profondeur et avec l'espoir de réinviter Conscience tout prochainement pour foncer encore dans les domaines d'orientation et d'encadrement de la conscience ou de la conscience collective. Il y a trop de choses qu'on va évoquer avec cet ASBEL qui est patronné par Maître Armel Esongola Bouteji, secondé par Maître Raveli Kudinga Kasongo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Prenez vraiment conscience face à ces élections, parce que c'est vous qui déterminez votre avenir. Vous allez dire qu'il y a les destins. Oui, on croit au destin parce qu'on est croyant. Il y a la prédestination. Oui, on croit à la prédestination parce qu'on est croyant. Mais Dieu a donné à l'homme les pouvoirs de choisir. Il a donné à l'homme les pouvoirs de déterminer son avenir. C'est comme ça qu'il a créé à son image. En tout cas, Maître, j'ai failli dire Maître Raveli parce que ces mots m'ont tellement touché. Maître Armel. Je vous avais prévenu qu'il sera là. Oui, merci beaucoup en tout cas. Ça m'a trop touché. Maître Armel Esongola Bouteji, Maître Raveli Kudinga Kasongo de l'ASBEL Consciencia. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir éclairé la lanterne de la population. Merci. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour ce soir. À la prochaine opportunité. Bonsoir.